Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette correction de l'activité 2 documentaire sur la structure des atomes, qui concerne le chapitre 3. Alors donc là aujourd'hui ça va plutôt être des rappels du collège, on est allé un petit peu plus loin, mais on va essayer de reposer des mots, du vocabulaire sur eh bien la structure des atomes. Alors, donc ici je vous propose une première activité sur australo.net. On va vous demander donc comment une particule de charge positive se comporte-t-elle, et comment une charge négative aussi se comporte-t-elle. Alors ici, si je vais sur Australo, donc c'est cette animation là, donc là ma boîte à charge ici, donc j'ai ici des charges négatives, j'ai ici des charges positives, et donc qu'est-ce qui se passe si je mets une charge positive? Alors la charge positive, on voit qu'elle va vers le haut. Ici, c'est ce qui se passe. Par contre, regardez bien, je vais inverser les deux, je vais reprendre ma charge positive, ici, elle va vers le bas. Donc on s'aperçoit que haut et bas n'a pas forcément beaucoup d'importance, puisque en fait on s'aperçoit qu'elle va plutôt vers une sorte, vers le signe des charges négatives. En effet, les charges positives vont être attirées par les charges négatives, et elles vont être repoussées par les charges positives. Alors maintenant je peux faire la même chose avec une sphère négative, et bien là on s'aperçoit que c'est le contraire. Cette fois-ci, les sphères négatives vont être attirées par les charges positives. Une sphère neutre, elle, eh bien, ne bouge pas à cet endroit-là. Donc en fait on peut résumer tout simplement que eh bien, les charges positives sont attirées par les charges négatives et inversement, les charges négatives sont attirées vers les charges positives. On peut dire que en fait les charges opposées, donc plus et moins, eh bien, vont s'attirer, alors que les charges de signe contraire, elles, eh bien, elles vont se repousser. C'est un peu comme avec les aimants. Si vous prenez deux pôles nord, ils se repoussent, deux pôles sud, ils se repoussent. Par contre, un pôle nord, un pôle sud, eh bien, ça va s'attirer. Donc ça c'était la première question de votre document. Donc ici, les charges de même signe s'attirent, les charges de signe contraire se repoussent. En déduire le signe, petit 2, en déduire le signe positif, négatif ou neutre de la charge électrique d'un électron, d'un proton et d'un neutron. Alors, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec un proton. Alors le proton, regardez bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers les charges négatives. Ce qui veut dire que votre proton est positif. Je fais la même chose avec un neutron. Le neutron, lui, ne bouge pas. Bah oui, en effet, un neutron, bah c'est neutre, donc il est forcément neutre. Et le dernier, c'est l'électron. Eh bien, l'électron, lui, il est attiré vers les charges positives, donc ça veut dire qu'il est négatif. Donc on va pouvoir retenir pour cette question-là que, en fait, eh bien, ici, un électron, c'est négatif, un proton, c'est positif, et un neutron, c'est neutre. C'est assez facile de s'en souvenir, puisque proton, ça commence par P, ça veut dire positif, neutron, bah ça veut dire que c'est neutre, et puis bah le dernier, bah c'est électron, donc c'est forcément négatif. Voilà. Troisième question, les ions sont-ils toujours déviés vers les mêmes charges? Alors, on va reprendre l'animation. Donc l'animation ici, je vais prendre ici un ion, donc je le mets ici. Là, il va vers les charges positives. Là, il va vers les charges négatives. Donc en fait, non, ça veut dire que globalement, vous avez deux types d'ions. Vous allez avoir des ions qui vont être positifs et vous allez avoir des ions qui vont être négatifs. Alors les ions positifs, on va les nommer cations. Et les ions négatifs, on va les nommer les anions. Alors anion, il y a le son NE dedans, ne, donc c'est négatif. Voilà. Quelle est la différence du coup entre un atome et un ion? Eh bien un ion est forcément chargé, un atome est forcément neutre, c'est une définition, donc on ne peut pas avoir d'atome chargé, sinon ça s'appelle pas un atome, justement ça s'appelle un ion. Alors la petite question 5, c'est un défi, c'est pas la peine de le faire, c'est pas très important, je veux juste vous le montrer très rapidement. Voilà, en fait, c'était un petit défi, ça n'a aucun intérêt pédagogique. Je prends juste une sphère positive et puis j'arrive à faire tourner un électron autour. Il faut lui donner la bonne vitesse et dans ce cas-là, voilà, il tourne. Voilà, c'était juste rigolo, c'était comme ça. Voilà. Alors, on va répondre ensemble bien aux questions ici. Donc, si vous n'avez pas lu les documents, évidemment, il va falloir les lire pour pouvoir y répondre. Donc, ça c'est très important. Tout ça, ce sont des rappels de troisième. Il faut absolument connaître ça, sinon vous allez avoir vraiment beaucoup de mal cette année et même l'année prochaine et même en terminale. Donc il faut absolument connaître ça vraiment de manière parfaite. Alors premièrement, on vous demande les éléments lourds existaient-ils au début de l'univers et comment se sont-ils formés? J'espère que vous connaissez cette théorie qui explique bien l'origine de notre univers, qui s'appelle la théorie du Big Bang. Et donc cette théorie du Big Bang nous explique que au départ, bien l'univers était contenu dans un point infiniment petit et que l'univers a grandi. Voilà, mais qu'au départ, en fait, il n'y avait quasiment rien. Il n'y avait que trois éléments, c'est-à-dire l'hydrogène, l'hélium et le lithium. Alors le lithium, très très petite quantité. La plupart du temps, c'était que de l'hydrogène et que de l'hélium. Donc ça, ce sont les deux éléments les plus légers. Alors je vais vous montrer un tableau périodique.
Donc voici ce tableau périodique. Donc ici c'est l'hydrogène, hein, c'est le plus léger, c'est le plus petit. Ici c'est l'hélium, c'est le deuxième plus léger, et puis le troisième c'est le lithium. Donc au départ il n'y avait que ces trois éléments-là. C'est-à-dire que tout le reste, hein, tout ce tableau-là, tous les éléments qui étaient contenus comme le carbone, l'azote, l'or, là, le platine, l'argent, le fer, etc., n'existaient pas au début de l'univers. Donc comment se sont-ils formés? Eh bien ils se sont formés au cœur des étoiles, on vous dit dans le document ici. Donc ils se sont formés au cœur des étoiles massives, et en fait quand ces étoiles explosent, c'est ce qu'on appelle une supernova, eh bien les éléments lourds qui ont été fabriqués dans les étoiles vont se répandre dans l'univers pour ensemencer d'autres futures étoiles, pour que on puisse donc avoir d'autres éléments dans d'autres étoiles. Ce qui veut dire que nous, notre système solaire, notre planète contient les autres éléments, ça veut dire qu'on est déjà issu de l'explosion d'une étoile précédente avant nous. C'est-à-dire que notre Soleil n'est pas une étoile de première génération, mais au minimum de deuxième génération forcément, puisque elle contient d'autres éléments que l'hydrogène et l'hélium. Voilà, donc ça c'était pour ces réponses ici. Ensuite, quelles sont les particules qui composent un atome? Alors elles sont ici, si on regarde bien ce document-là, vous avez donc les neutrons, les protons et les électrons qui sont contenus dans ce qu'on appelle la sphère atomique. Donc on représente souvent les atomes par des sphères, et puis à l'intérieur vous avez un noyau tout petit qui contient les protons et les neutrons. Alors protons et neutrons s'appellent des nucléons. Voilà, nucléon ça vient de nucléus qui veut dire noyau. Et puis autour, souvent on dit qu'il y a des électrons qui tournent autour et qui vont donc former cette sphère atomique. On verra plus tard que ce n'est pas tout à fait vrai cette représentation-là, mais déjà si on connaît ça, c'est déjà pas si mal que ça. Alors question suivante, c'est la question 3. Sachant qu'un atome est électriquement neutre, par définition, que peut-on dire du nombre de protons et d'électrons dans un atome? Alors, si je reprends ici mon schéma, vous voyez que les neutrons sont neutres. Dans un atome, vous avez des charges négatives et des charges positives. On a vu que les protons étaient positifs et les électrons étaient négatifs. Donc au global, votre atome, il est neutre. Ça veut dire que forcément, vous allez avoir autant de protons que d'électrons. C'est obligatoire, par définition, il y a toujours autant de protons que d'électrons. Vous pouvez noter, un peu des questions petit 3. Donc il y a toujours autant de protons que d'électrons. Moi je note pas tout, hein. J'ai pas besoin de tout noter, mais vous pouvez le noter si vous avez peur de ne pas vous en souvenir. Alors donc question 4, 5, 6, ça va être avec une autre animation, c'est sur l'animation donc Fête Colorado. Donc on dit question petit 4, à l'aide de l'animation construire un atome justement stable de beryllium. Alors ici l'animation elle est là, donc construire un atome, ça n'a pas besoin. Donc construire un atome, donc le beryllium. Alors pour construire un atome, je vais lui donner différents types de particules. Alors si je donne un neutron, il se passe pas grand chose. Si je donne un électron, non plus. Par contre, si je donne un proton, regardez bien, paf, hop, j'ai un atome d'hydrogène. Alors je peux lui enlever ici, ça reste toujours de l'hydrogène. Je peux lui rajouter autant de neutrons que je veux, ça reste de l'hydrogène. Par contre, à partir du moment où je lui mets un autre proton, on voit que ce n'est plus le même élément. Donc en fait, le nombre de protons, c'est bien ça qui va déterminer la nature de votre atome, la nature de votre élément. Regardez bien, si je remets un autre, j'ai du lithium. On regarde ici sur le tableau, regardez bien, je vais partir du premier qui se trouve ici. Si je rajoute un proton, j'ai de l'hélium. Si je rajoute encore du 1, c'est du lithium. Regardez bien, si je rajoute encore un, vous devez savoir que le symbole va correspondre à Be, c'est-à-dire du beryllium. Donc moi je veux un atome de beryllium. J'en veux un stable. Alors je vais faire afficher la stabilité, et je m'aperçois qu'ici il est instable. Donc je vais lui rajouter des neutrons. Toujours instable, toujours instable, toujours instable, toujours instable. Ah, stable. Donc là, j'ai ici un noyau de beryllium stable. Alors stable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne va pas se désintégrer. En fait, si je lui enlève un neutron, il est instable, ça veut dire que globalement, il va se désintégrer, il va peut-être émettre des particules, et c'est ça que l'on appelle la radioactivité. Donc le beryllium, s'il a ce bon nombre de protons et de neutrons, en fait il est stable, il va rester tel quel, indéfiniment. Le problème ici, c'est que je n'ai pas un atome, j'ai un ion, j'ai même un ion positif. En effet, regardez bien, j'ai 4 protons ici, ça veut dire que j'ai 4 charges positives et je n'ai qu'une seule charge négative. Donc on voit bien qu'ici vous avez plus de charges positives que négatives, ce n'est pas un atome. Pour avoir un atome, il faut avoir le bon compte d'électrons, donc ici je vais en avoir 4 pour pouvoir avoir ici un atome de beryllium stable. On voit bien ici que c'est donc un atome neutre.
Donc voici comment on peut représenter mon atome de beryllium. Donc ici on verra ce que ça veut dire, c'est ce qu'on appelle les orbitales électroniques. On peut aussi le mettre sous forme de nuages électroniques, mais ça va être plus pratique de le faire comme ceci. Alors si je résume, mon atome de beryllium stable, il possède 4 protons, 5 neutrons et 4 électrons. Donc maintenant, si je veux répondre à la question suivante qui est donc de donner sa notation, sa représentation symbolique, eh bien je vais faire la même chose mais avec les symboles. Alors le symbole, j'ai dit tout à l'heure 4 protons, 1, 2, 3, 4. Combien de neutrons? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis j'ai aussi 4 électrons. Voilà. Et donc, la notation symbolique, elle apparaît ici. C'est BE 4, 9. Alors ça, le 0 on le met pas, c'est la charge de l'ion, donc il n'y a pas d'ion. Par contre, si j'en avais une, je mettrais ici la charge. Mais là, il n'y en a pas. Donc ici, ça c'est la notation symbolique de mon beryllium. Ça correspond, regardez bien, à cette notation que j'ai marquée ici, qu'il faut connaître. C'est la notation AZX. Donc A, ici, X, c'est le symbole de l'élément, c'est-à-dire ici c'était le BE. Donc je vais marquer BE. Z c'est le nombre de protons, donc on avait vu qu'il y en avait 4. Et A c'est ce qu'on appelle le nombre de nucléons. On l'appelle aussi le nombre de masse. On expliquera pourquoi plus tard ça s'appelle le nombre de masse. Et donc ici c'est le nombre de protons plus de neutrons. Donc comme j'ai 5 neutrons et 4 protons, ça vous donne 9. Voici la notation symbolique d'un noyau de beryllium. Ensuite, question suivante. Alors, 6, comment s'appelle l'entité possédant 8 protons, 8 neutrons et 10 électrons? Donc je vais revenir sur mon animation. Donc je vais mettre 8 protons. Donc ici, voilà, tac. Donc déjà, premièrement, je sais que c'est de l'oxygène. 8 protons, ici, 8 neutrons. Et je vais mettre donc 10 électrons. Eh bien, regardez bien, le nombre de protons me dit que c'est de l'oxygène, c'est en rouge. Le nombre de neutrons me permet juste d'avoir la stabilité. Par contre, j'ai ici 10 électrons, ça veut dire que j'ai 2 charges négatives de plus que de protons. Ça veut dire que votre ensemble ici, c'est un ion, ça va être un anion, et il va être chargé avec 2 charges négatives. Alors, il y a une petite erreur, ici on mettra plutôt 2 moins, mais ici c'est l'animation qui est faite comme celle-ci, c'est pas très grave. Donc en fait ici ça c'est la notation de votre noyau, et ici ça va être la charge. Donc ici en fait on a un ion, c'est l'ion oxygène. Voilà, donc on va pouvoir noter sur votre feuille. Donc comment s'appelle l'entité possédant 8 protons, 8 neutrons et 10 électrons? C'est l'ion oxygène, et on va le noter au 2-. Voilà. On peut, si on veut, marquer 8 et 8 ça donne 16. Voilà, bon, c'est pas obligatoire, la plupart du temps, eh bien, on donnera uniquement le nombre de charges et ça sera tout. Alors, question suivante. Là, par contre, on n'a plus besoin d'animation, donc on va essayer de s'aider uniquement des documents. On vous donne question 7. Quelle est donnée la composition d'un atome de fer dont le noyau a pour symbole 5626 Fe? Alors, je vais effacer ça, et je vais mettre question 7. Alors, question 7, je vais remarquer ça. Fe 26, 56. Alors, je rappelle ici que ça, c'est le nombre de protons. Donc, si je veux donner la composition de mon atome, en fait, il faut que je donne le nombre de protons, le nombre d'électrons et le nombre de neutrons. Alors, c'est assez facile, puisque ici, je vais donc avoir 26 protons. Comme je sais qu'un atome est forcément neutre, ça veut dire aussi que j'ai exactement le même nombre de charges négatives, ça veut dire que j'ai aussi 26 électrons. Alors le symbole de l'électron, c'est E avec un petit point ici, je vais le laisser ici. Le symbole du proton, je peux vous le donner, c'est un P minuscule, comme ceci. Alors maintenant, il me reste à donner le nombre de neutrons. Alors le nombre de neutrons, en fait, il est inclus ici. Dans le 56, ça veut dire que vous avez 26 protons et vous avez aussi les neutrons. Donc pour trouver le nombre de neutrons, eh bien je vais donc faire 56 moins 26 égale 30 neutrons. Puisque le chiffre du haut, ce nombre de masse, vous indique le nombre de protons et de neutrons. Comme je sais qu'il y a 26 protons, eh bien je sais qu'au global, j'en aurai 56 moins 26 égale 30 neutrons. Donc là, voilà, j'ai donné la composition de mon atome. J'ai à l'intérieur 26 protons, 26 électrons et 30 neutrons.
Ensuite, à l'aide des données encadrées, c'est-à-dire celle-ci, déterminer la masse d'un atome de fer. Alors, la masse d'un atome de fer, pardon, la masse d'un noyau d'un atome de fer, c'est très important. Donc, dans mon noyau, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai des protons et j'ai des neutrons. C'est ce que l'on appelle les nucléons. Et les nucléons, que ce soit un proton ou un neutron, ils ont quasi la même masse. Alors, donc, en seconde, on considérera que c'est la même masse. Et la masse d'un seul nucléon, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc si je veux, alors c'est ma réponse 8A, donc pour la réponse 8A, eh bien si je veux la masse de mon noyau, eh bien ça va être la masse des nucléons. Des nucléons, j'en ai 56, alors pour noter ça correctement, je peux dire que la masse de mon noyau, c'est égal à quoi? Eh bien ça va être la masse des nucléons fois eh bien le nombre de nucléons. Donc la masse d'un nucléon c'est donné, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Et le nombre de nucléons, bah c'est facile puisqu'il est donné ici, c'est 56. Donc 56 ici. Je vais faire mon calcul à la calculatrice. Et on va trouver donc ici égale 9,35 2 fois 10 puissance moins 26 kg. Alors ici, si on veut garder le bon nombre de chiffres significatifs, j'ai 3 chiffres ici, je vais en garder 3. Donc je peux dire que c'est environ égal à 9,35, pardon, j'ai fait un 4, 35, fois 10 puissance moins 26 kg. Bien. Alors, question suivante, c'est la question 8b, déterminer la masse de l'atome de fer. Alors attention, ici, il ne parle pas du noyau, on parle de l'atome, c'est-à-dire dans l'ensemble. C'est-à-dire c'est la masse de tout ça, c'est la masse des 26 protons, des 30 neutrons, donc c'est le noyau, plus la masse des 26 électrons. Donc en gros, en fait, la masse de mon atome, si je peux le noter ici, la masse de mon atome, eh bien ça va donc être la masse de mon noyau, plus la masse de mes électrons. Voilà. Alors en gros, je vais essayer de calculer la masse de mes électrons. La masse des électrons, c'est comme tout à l'heure. Eh bien, la masse de mes électrons, c'est quoi? C'est la masse d'un électron fois le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons, c'est 26. Et la masse d'un électron, elle est marquée ici. C'est ME ici. ME, ça veut dire électron. Donc la masse d'un électron, c'est 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg. Donc 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg. La masse de mon noyau, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est 9,35 fois 10 puissance moins 26. Il ne me reste plus qu'à faire mon calcul maintenant, et on trouve 9,35 fois 10 puissance moins 26 kg. Voilà. Question suivante. Comparer les deux valeurs. Pour comparer les deux valeurs, on fait le quotient de la plus grande par la plus petite. Alors, je vais comparer mes deux valeurs. Donc je vais faire le quotient, alors en fait c'est à peu près la même valeur, donc ici si je fais par exemple la masse de mon atome, pardon c'est petit c, masse de mon atome que je divise par le masse du noyau, et bien si je fais mon calcul je trouve aux alentours de 1. Ça veut dire que globalement la masse de mon atome c'est la masse de mon noyau. C'est un peu bizarre, je fais deux calculs différents et j'ai les mêmes valeurs. En fait le problème c'est celle-ci, et bien c'est la masse des électrons. En fait la masse des électrons, vous voyez, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 31, alors que la masse du noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 26. Donc évidemment la masse des électrons est tellement faible par rapport à la masse du noyau qu'en fait on va la négliger. Quand on va mesurer, quand je vais vous demander de calculer la masse d'un atome, eh bien on se contentera de uniquement mesurer, de calculer la masse d'un noyau. On négligera la masse des électrons parce qu'elle est trop petite. Donc les électrons ont une masse, ils sont là. Le problème c'est qu'elle est bien trop faible par rapport au noyau, et donc nous à chaque fois on considérera que la masse des électrons est négligeable. Alors la question D c'est celle-ci, quelle approximation peut-on faire alors? Alors on va pouvoir faire donc petit d, comme la masse des électrons est très inférieure, ça c'est un symbole mathématique qui veut dire très inférieur, donc globalement négligeable, très inférieur à la masse du noyau, et bien conséquence, on négligera la masse des électrons. Voilà.
Donc on pourra négliger la masse des électrons, puisque la masse des électrons est très inférieure à celle du noyau. Je termine ici. Donc question 9, proposer une expression littérale simple permettant de calculer la masse d'un atome dont le noyau a pour symbole AZX. Alors c'est la question 9. Donc on a vu tout à l'heure, donc la notation AZX, ça le A c'est le nombre de protons plus de neutrons, le Z c'est le nombre de protons. Donc en fait si je veux la masse de mon atome, eh bien je vais déjà enlever la masse des électrons, je vais uniquement calculer la masse de mon noyau. Donc la masse de mon atome, eh bien ce sera uniquement la masse du noyau. La masse du noyau, comment j'ai fait? Eh bien c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire A, fois la masse d'un nucléon, c'est-à-dire M nucléons. Voici mon expression littérale pour calculer la masse d'un atome. Je néglige la masse des électrons. Question 10. Question 10, c'est quoi? C'est pourquoi l'hydrogène est l'atome le plus léger. Si on regarde l'atome mon tableau périodique, par exemple, c'est quoi mon tableau périodique? Il est là. Eh bien, regardez bien, l'hydrogène, c'est le plus petit parce qu'il ne possède qu'un seul proton. Donc forcément, comme il ne possède qu'un seul proton, eh bien, il ne peut pas avoir moins qu'un proton. Donc c'est forcément le plus léger qui existe. Voilà. Je vais faire la dernière partie. Donc cette dernière partie, c'est la partie 3. Alors pour le grand 3, si vous n'avez pas lu, évidemment il faut lire, et dans ce cas-là, une fois que vous avez lu, vous pouvez faire comme d'habitude et puis répondre aux questions au fur et à mesure avec la correction vidéo. Alors donc ici on vous demande de déterminer le diamètre d'un atome de carbone, sachant que 7 atomes de carbone sont alignés sont sur la longueur L de l'image. Donc ça veut dire que de là jusqu'ici, cette longueur-là, j'ai 7 atomes. Donc moi je veux le diamètre d'un atome, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer de là jusque là. Alors si vous prenez une règle et que vous mesurez de là jusque là, vous allez trouver 6 cm. De là jusque là, moi j'ai 6 cm. J'ai une échelle qui se trouve en dessous, donc je sais que 1 cm va représenter 2,0 fois 10 puissance 10 moins 10 mètres, donc je vais pouvoir calculer la taille d'un atome. Alors je vais mettre par exemple ici, là. Donc ici je vais faire le grand 3. Donc le grand 3, question petit 1. Donc en fait 1 cm représente, j'ai oublié, 2,0 fois 10 puissance moins 10 mètres. Moi, je mesure 6 cm. Donc, quelle est cette valeur-là? Alors, cette valeur-là, ici, c'est égal à quoi? Je fais mon produit en croix. 6 fois 2,0 fois 10 puissance moins 10, que je divise par 1. Donc, 6 fois 2, ça vous donne 12. Donc, 12, 10 moins 10. Ou alors, on va dire que ça vous donne 1,2 fois 10 puissance moins 9 mètres. Alors attention ici, parce que cette longueur que j'ai mesurée ici, ça correspond à combien d'atomes? On vous dit 7 atomes. Donc, en fait, pour un atome, je divise par 7. Pour un atome, ça vous donne 1,2 fois 10 puissance moins 9 mètres, que je divise par 7. Donc dans ce cas-là, on va trouver le diamètre d'un atome de carbone, je vais l'appeler D pour diamètre, pardon, DC pour diamètre d'un atome de carbone. Alors la valeur est de 1,7 fois 10 puissance moins 10 mètres. Voilà. Donc j'ai mon diamètre environ, c'est environ ici, parce que ça fait plusieurs chiffres, donc environ 1,7 fois 10 puissance moins 10 mètres. J'ai donc la taille de mon atome de carbone. Petit 2, on va déduire l'ordre de grandeur. Qu'est-ce que c'est que l'ordre de grandeur? En fait, ça va être la puissance de 10 la plus proche. Donc l'ordre de grandeur, c'est quoi? C'est la puissance de 10 la plus proche, c'est environ 10 puissance moins 10 mètres. Donc voilà, on va dire que la véritable valeur c'est 1,7 fois 10 puissance moins 10. En fait, l'ordre de grandeur c'est environ, c'est-à-dire qu'on s'affranchit, on va dire, cette valeur qui va se trouver devant. C'est la valeur de la puissance de 10 la plus proche. Donc je suis à peu près environ à 10 puissance moins 10 mètres pour la taille d'un atome. Question 3, qu'on le comparait à l'ordre de grandeur du diamètre de son noyau. Alors le noyau est ici, le noyau on voit ici que c'est 10 puissance moins 15 mètres, donc je vais comparer les deux valeurs. Alors comparer les deux valeurs, comme on a fait précédemment, je vais faire la plus grande divisée par la plus petite, donc la plus grande ça vous donne 10 puissance moins 10, que je divise par 10 puissance moins 15, ce qui vous donne 10 puissance 5, c'est-à-dire, 100 000 ici.
C'est-à-dire que l'atome est environ 100 000 fois, donc 100 000 fois, plus grand que le noyau. Alors, dernière question, c'est justifier la phrase soulignée dans le document 4. La phrase soulignée dans le document 4, c'est l'atome est essentiellement constitué de vide. Eh bien oui, parce que, en fait, si vous regardez bien votre atome, eh bien ce noyau-là, il est 100 000 fois plus petit que ça. Donc ça veut dire que cette échelle-là n'est pas du tout respectée, puisque j'aurais dû faire quasiment un point infiniment petit par rapport à la taille de mon atome. Donc ça, c'est l'atome, et donc toute la masse est quasiment constituée dans le noyau. Ça veut dire que dans toute cette sphère-là, eh bien, il n'y a rien, d'accord? Quelques électrons qui se baladent, mais c'est pas grand-chose. Et donc, du coup, forcément, on va dire qu'un atome est principalement constitué de vide, parce que, en fait, le noyau est beaucoup plus petit que la taille de votre atome. Donc, en gros, hein, voilà, vos atomes qui constituent votre corps, eh bien, vous êtes principalement constitués de vide. Et donc, dernière chose, c'est décrire la structure d'un atome, la conclusion. Alors, la conclusion, vous avez quoi? En fait, on pourrait dire que un atome, c'est quoi? Dans la sphère atomique, il contient un noyau très petit qui contient des protons et des neutrons, ce qu'on appelle les nucléons. Et autour, eh bien, on va parler donc, on va dire que les électrons qui sont négatifs, eux, eh bien, vont graviter autour de votre noyau. On verra que ce terme-là n'est pas tout à fait correct plus tard, mais pour l'instant, on va utiliser celui-ci. Voilà, j'en ai terminé pour cette correction, et puis je vous dis à bientôt et au revoir.